L'encre était encore humide sur le document, maculant légèrement là où une seule larme chaude était tombée. À travers la table en acajou, au milieu du parfum festif de dinde rôtie et de pain de chair, Ethan ne semblait pas plein de remords. Il avait l'air ennuyé. Sa mère, Victoria, a fait tournoyer son vin vintage et a souri comme si elle avait finalement sorti la poubelle. Il pensait qu'il se débarrassait d'un fardeau, une fille fauchée et silencieuse qui ne correspondait pas à leur monde prestigieux. Il n'avait aucune idée que la signature que Clara Hara venait de poser sur ce papier n'était pas une reddition. C'était le déclencheur du plus brutal effondrement financier que leur famille verrait jamais. Parce que la femme qu'il venait de chasser dans la neige n'était pas une personne quelconque. Elle était la seule fille de l'homme qui possédait leur dette. L'horloge grand-père dans le couloir du manoir Sterling a sonné 7 fois, le son résonnant de manière creuse contre les sols en marbre. C'était la veille de Noël, une nuit qui était supposée être remplie de chaleur, de rire et du tintement des verres. Mais à l'intérieur de la salle à manger de la famille Sterling, l'air était assez froid pour geler l'eau. Clara était assise à l'extrémité de la longue table, ses mains pliées fermement sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Elle portait une simple robe bleu marine, une qu'elle avait achetée dans un magasin d'occasion il y a 3 ans. C'était la meilleure chose qu'elle possédait. Autour d'elle, la salle à manger s'étillait d'une richesse obscène. Le lustre au-dessus était en cristal, valant plus que toute la maison d'enfance de Clara. Les couverts étaient en argent lourd, polis jusqu'à un éclat de miroir. À la tête de la table était assise Victoria Sterling, sa belle-mère. Victoria était une femme qui portait des diamants comme une armure et voyait la gentillesse comme une faiblesse. À sa droite était assis Ethan, le mari de Clara depuis 3 ans. Ethan ne regardait pas Clara. Il faisait défiler son téléphone, un ennui gravé sur ses beaux traits qui faisait plus mal que la colère n'aurait fait. « Range ton téléphone, Ethan, » dit Victoria, bien que son ton fût léger, affectueux. « C'est Noël. Nous avons des affaires à régler. » Ethan soupira, glissant son téléphone dans la poche de son costume italien sur mesure. « Bon, finissons-en, mère. J'ai une fête ou aller au club à 9 heures. » Le cœur de Clara a fait un battement douloureux. Une fête? Elle avait passé les 2 derniers jours à cuisiner ce repas. Elle avait rôti l'oie, glacé le jambon et pelé à la main les châtaignes parce que Victoria affirmait que le personnel ne réussissait jamais l'assaisonnement. Les doigts de Clara étaient couverts de petites brûlures et coupures dues au travail de cuisine. Et maintenant, Ethan prévoyait de partir avant le dessert. « Clara, » dit Victoria, sa voix perçante, coupant à travers les pensées de Clara. « Oui, Victoria. » Clara leva les yeux, essayant de garder son visage neutre. « Savez-vous pourquoi nous mangeons dans la petite salle à manger ce soir? Pourquoi il n'y a pas d'invités? » Clara regarda autour d'elle. Habituellement, les Sterling organisaient un gala de Noël massif. Ce soir, il n'y avait que 3. J'ai supposé que vous vouliez une soirée familiale tranquille. Victoria laissa échapper un rire court et cruel. Elle atteignit sous la table et en sortit une enveloppe manille. Elle la jeta sur le bois poli. Elle glissa agressivement, s'arrêtant à quelques centimètres du verre d'eau de Clara. Nous voulions une soirée tranquille parce que nous ne voulions pas de témoins pour le nettoyage. Victoria ricana. « Ouvre-le !» Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle tendait la main vers l'enveloppe. Elle savait ce que c'était. Au fond d'elle, elle le savait depuis des mois. Les nuits tardives qu'Ethan passait au bureau. L'odeur de parfum sur son col qui n'était pas le sien. Quelque chose de cher comme Chanel numéro 5 alors que Clara portait de l'huile de vanille. La façon dont ils avaient arrêté de l'inviter aux événements de l'entreprise parce qu'elle n'avait pas le look. Elle sortit les papiers. Requête en dissolution de mariage. Les mots semblaient nager devant ses yeux. « Ethan » murmura Clara, regardant son mari, la veille de Noël. Ethan la regarda finalement. Ses yeux étaient froids
dépourvu de l'amour qu'il lui avait promis il y a 3 ans, quand elle n'était qu'une étudiante en art en difficulté, et qu'il était le fils rebelle, essayant de prouver qu'il ne se souciait pas de l'argent. Cette phase s'était terminée rapidement une fois que son père était mort et qu'il avait hérité du poste de PDG de Sterling Dynamics. C'est le meilleur moment, Clara, dit Ethan, sa voix plate. Nouvel an, nouveau départ. Idéalement, sans toi. J'ai cuisiné ton dîner, dit Clara, sa voix se brisant. J'ai repassé ta chemise pour ce matin. Je t'ai soutenu quand le conseil a essayé de te voter l'an dernier. Je suis resté éveillé avec toi toutes les nuits quand tu pleurais parce que tu ne pouvais pas gérer la pression. Arrête d'être dramatique. Victoria a claqué. Tu étais une remplaçante, chère. Ethan avait besoin d'un petit cas de charité pour se faire passer pour terre à terre auprès du conseil d'administration. Une femme humble fait paraître un PDG stable. Mais maintenant, Sterling Dynamics est sur le point de conclure la plus grande fusion de l'histoire de la technologie avec le groupe Thorne. Ethan a besoin d'une femme qui corresponde au rôle. Quelqu'un avec du pedigree, pas ce que tu es. Victoria a agité une main vers Clara comme si elle était une mauvaise odeur. Tu es une orpheline, Clara. Pas de relation, pas d'argent, pas de nom de famille. Tu es une encre qui tire mon fils vers le bas. Clara baissa les yeux vers les papiers. Vous me divorcez parce que je suis pauvre. Nous te divorçons parce que tu es insignifiante, corrigea Ethan, prenant une gorgée de son vin. Et honnêtement, c'est embarrassant. J'entre dans des galas et les gens demandent qui tu es. Tu ne sais pas parler aux investisseurs. Tu ne sais pas skier à Aspen. Tu es ennuyeuse, Clara. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti un stylo. Un stylo plume Montblanc que Clara avait économisé pendant 6 mois pour lui acheter pour leur premier anniversaire. Il le jeta sur les papiers. Signe-le, commanda Ethan. Le règlement est généreux. Nous te donnons 10 000 $. Cela devrait durer à quelqu'un comme toi 1 an ou 2. 10 000 $. Ethan a dépensé cela sur une seule bouteille de scotch. Clara sentit une larme s'échapper, chaude et humiliante, roulant sur sa joue. Elle l'essuya furieusement. Elle regarda l'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle pensait être sa famille. Il ne la voyait pas. Il voyait un passif sur une feuille de calcul. « Et si je ne signe pas ?» demanda Clara doucement. Victoria se pencha en avant, ses yeux se réduisant en fente. « Alors nous te détruisons. Nous avons des avocats qui traîneront cela jusqu'à ce que tu vives dans une boîte en carton. Nous te poursuivrons pour détresse émotionnelle. Nous inventerons des histoires sur ton infidélité. Nous nous assurerons que tu n'obtiendras plus jamais de travail dans cette ville. Signe les papiers, prends le chèque et sors de ma maison. » Clara regarda le stylo. Elle regarda le document. À l'intérieur de sa poitrine, quelque chose s'est fracturé, mais ce n'était pas son cœur qui se brisait. C'était sa patience qui se brisait. Pendant 3 ans, elle avait joué le rôle qu'il voulait, la souris silencieuse et reconnaissante. Elle avait caché son passé, sa vraie identité, parce qu'elle voulait être aimée pour elle-même. Pas pour ce que son nom de famille pouvait acheter. Elle voulait savoir si Ethan aimait Clara, la fille, ou Clara, les as. Maintenant, elle avait sa réponse. Elle ramassa le stylo. Le poids de celui-ci lui semblait familier. « Tu as raison, Victoria, » dit Clara, sa voix soudainement stable. Le tremblement dans ses mains s'arrêta. Elle leva le menton, regardant directement dans les yeux de la femme plus âgée. « Je n'ai pas ma place ici. » « Contente que tu aies enfin un peu de conscience de toi-même, » ricana Victoria. Clara a débouché le stylo. « Et 10 000 $ est un nombre intéressant. »« C'est plus que ce que tu mérites, » murmura Ethan. Clara a signé son nom. Clara veille, elle n'a pas écrit Sterling. Elle a signé avec son initiale. Elle repoussa les papiers sur la table. « Voilà, » dit Clara, se levant. Elle ne toucha pas à la nourriture qu'elle avait passé toute la journée à préparer. « Vous avez votre divorce.
Considérez-le comme mon cadeau de Noël. J'espère que la fusion avec le groupe Thorne se passera exactement comme vous le méritez. Ethan arracha les papiers, vérifiant la signature. Il ne remarqua pas le nom de famille manquant. Il vit juste l'encre et eut un sourire narquois. « Enfin, prends tes affaires, » dit Victoria, agitant une main vers la porte. « Le chauffeur te déposera à la gare routière. Nous ne payons pas pour un Uber. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit Clara. Elle tendit la main vers son sac à main, un sac en cuir usé qui était posé sur le sol. « J'ai un moyen de transport qui arrive. »« Un moyen de transport. » Ethan rit. « Qui? Le livreur de pizza? » Clara Ara ne répondit pas. Elle marcha vers les lourdes portes en chêne de la salle à manger. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. La scène était pittoresque, la mère et le fils riches en sécurité dans leur château, victorieux dans leur cruauté. « Joyeux Noël, Ethan, » dit-elle doucement. « Profite du silence. » Elle sortit dans le couloir froid, la lourde porte se refermant derrière elle avec un clic. Dès qu'elle fut hors de vue, la posture de Clara Ara changea. L'affaissement de ses épaules disparut. Elle sortit son téléphone de sa poche, un téléphone jetable bon marché qu'elle utilisait autour d'eux, et le laissa tomber dans la poubelle près de la porte. De la poche intérieure de son manteau, elle sortit un autre téléphone, élégant, noir, crypté par satellite. Elle composa un seul numéro. Il sonna une fois. « Mademoiselle Thorne » répondit une voix grave instantanément. « C'est fait, Marcus » dit Clara Ara, sa voix glaciale, se débarrassant du personnage docile qu'elle avait porté pendant 3 ans comme un lourd manteau. « Ils ont signé. J'attends dehors. »« Compris, madame. Nous sommes à 30 secondes. Et votre père? » « Dis à papa que je rentre à la maison, » dit Clara, poussant les portes d'entrée du manoir. « Et dis-lui de geler les actifs, tous. » Dehors, la neige tombait abondamment, recouvrant la longue allée du domaine Sterling. Mais le silence de la nuit était sur le point d'être brisé. Ce n'était pas un taxi qui montait l'allée. Ce n'était pas un bus. Perçant la tempête de neige, éteignent les phares LED aveuglants d'un convoi. 3 Cadillac Escalade noirs suivis par une Rolls-Royce Phantom avec des drapeaux diplomatiques sur les ailes. Clara Ara se tenait sur les marches, le vent fouettant ses cheveux, regardant les véhicules qui appartenaient à sa vraie vie approcher. À l'intérieur de la salle à manger, Ethan a versé du champagne. À la fusion, il a trinqué, teintant des verres avec sa mère, et à l'argent de la famille Thorne. Ils n'avaient aucune idée que l'argent de la famille Thorne venait de franchir leur porte d'entrée. À l'intérieur de la salle à manger, le silence qui a suivi le départ de Clara Ara était épais. Victoria prit une gorgée de son vin, ses yeux fixés sur la fenêtre où la neige tourbillonnait violemment contre la vitre. Finalement, elle expira, posant le verre en cristal sur le sous-verre. Je pensais qu'elle pleurerait plus. C'est presque insultant à quel point elle est partie silencieusement. Ethan se leva, marchant vers la fenêtre pour regarder l'allée. Il desserra sa cravate, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'irritation. Il s'était attendu à des supplications. Il avait préparé des discours pour contrer ses suppliques pour de l'argent, mais elle était juste partie. Soudain, des faisceaux de lumière ont traversé l'obscurité de la pelouse avant. Ethan plissa les yeux. « Mère, » dit Ethan, fronçant les sourcils, « l'équipe juridique est censée venir ce soir. Je pensais que la réunion de due diligence pour la fusion était prévue pour le 26. » Victoria fronça les sourcils et marcha vers la fenêtre. « Personne ne vient ce soir. »« Pourquoi? » ?»« Regarde. » Ils regardèrent le convoi de 3 Cadillac Escalade, noirs et la massive Rolls-Royce Phantom, s'approcher du portique avant. Les véhicules étaient imposants, occupant toute l'allée circulaire. Ils criaient le pouvoir. Ils criaient l'autorité. « Mon Dieu !» Victoria héléta, sa main s'envolant vers son collier de perles. « C'est le blason de la famille Thorne sur les drapeaux. Je l'ai vu dans le dossier. C'est le détail privé d'Alexander Thorne. »
Ethan redressa sa veste, la panique et l'excitation rugissant dans sa poitrine. Pourquoi sont-ils ici? Pensez-vous que le vieil homme est venu personnellement pour sceller l'accord la veille de Noël? Peut-être qu'il veut tester notre engagement. Ça doit être ça, dit Victoria, lissant frénétiquement sa robe. Il est connu pour être excentrique. Vite, Ethan, la porte. Ne le laisse pas attendre. Si Alexander Thorne est ici, nous devons l'impressionner immédiatement. Oublie Clara. Elle est probablement à mi-chemin maintenant. Ethan se précipita vers les grandes doubles portes du manoir. Il les ouvrit en grand, se protégeant contre le vent mordant. Il mit son meilleur sourire gagnant, celui qu'il utilisait pour charmer les investisseurs. Il regarda une montagne d'hommes en trench coat noir sortir de l'escalade de tête. L'homme, Marcus, ignora complètement Ethan. Il marcha vers la porte arrière de la Rolls-Royce et l'ouvrit. Ethan fit un pas en avant, tendant sa main. Monsieur Thorne, quel honneur inattendu. Sa voix mourut dans sa gorge. Monsieur Thorne ne sortit pas. Au lieu de cela, une silhouette marcha vers la voiture depuis l'ombre des piliers du manoir. C'était Clara Hara. Ethan cligna des yeux confus. Clara Hara, que fais-tu? Éloigne-toi de cette voiture. C'est le véhicule de Monsieur Thorne. Tu es embarrassant. Clara Hara ne le regarda même pas. Elle s'arrêta à la porte ouverte de la Rolls-Royce. La lumière intérieure brillait chaude et dorée, révélant des sièges en cuir moelleux et un verre de champagne qui attendait. Marcus, le garde du corps géant, inclina légèrement la tête. « Bienvenue à la maison, mademoiselle Thorne. Votre père est en ligne. » Clara Hara tendit son vieux manteau à Marcus comme s'il était un préposé au vestiaire. En dessous, elle portait toujours la simple robe bleu marine, mais la façon dont elle se tenait avait changé. Elle ressemblait à une reine montant sur son trône. « Merci, Marcus, » dit-elle, sa voix portant sur le vent, claire et perçante. Ethan resta figé sur le porche, la neige mouillant ses mocassins italiens coûteux. « Clara, attends, pourquoi es-tu? » Clara Hara se retourna juste avant d'entrer dans la voiture. Elle regarda Ethan, frissonnant dans l'embrasure de la porte, puis le sanctuaire chaud et blindé de la Rolls-Royce. Elle lui offrit un petit sourire de pitié. « Je t'ai dit que j'avais un moyen de transport, Ethan, dit-elle. Elle se glissa dans la voiture. La lourde porte se referma avec un bruit comme une chambre forte se fermant. « Attends !» cria Ethan, trébuchant en descendant une marche. « Clara, qui es-tu? » Le chauffeur n'attendit pas. Le convoi commença à bouger, les pneus craquant sur la neige, laissant Ethan Sterling seul dans le froid, fixant les feux arrière rouges, s'estompant dans la nuit. À l'intérieur de la Rolls-Royce, le silence était absolu, isolant Clara Hara du vent hurlant. Elle se pencha en arrière dans les sièges massants chauffants. Ses mains tremblaient à nouveau, mais cette fois c'était à cause de l'adrénaline de la liberté. Elle ramassa le téléphone satellite sécurisé posé sur la console centrale. « Bonjour, papa, » murmura-t-elle. « Clara. » Une voix grave et rauque répondit. C'était une voix qui rendait les premiers ministres nerveux, mais pour elle c'était juste la sécurité. Alexander Thorne, le fondateur du groupe Tor, l'homme valant 40 milliards de dollars. « Es-tu sorti? »« Je suis sorti, » dit-elle. « J'ai signé les papiers. » « T'ont-ils blessé? » La voix baissa d'une octave, dangereuse et basse. « Pas physiquement, » dit Clara Hara, regardant par la fenêtre alors que les arbres du domaine Sterling défilaient en flou. « Mais ils ont tout brisé le reste, papa. Ils m'ont humilié. Ils m'ont jeté comme des ordures parce qu'ils pensaient que j'étais pauvre. Ils ont commis une erreur fatale. » Alexander dit, « Je suppose que la fusion de Noël est annulée. » Clara Hara endurcit son cœur. Elle pensa au ricanement de Victoria. Elle pensa au chèque de règlement de 10 000 $. Elle pensa aux 3 ans qu'elle avait passés à cuisiner, nettoyer et essayer d'être suffisante, seulement pour être échangée contre une transaction commerciale. « Non, papa, » dit Clara Hara, ses yeux lançant des éclairs. « N'annule pas la réunion. Laisse la fusion se dérouler. »« Excusez-moi,
Alexander sembla surpris. « Je veux être là, dit Clara. L'acquisition de Sterling Dynamics est prévue pour demain matin, n'est-ce pas? La signature finale. » « Oui, saut du 26 décembre. » « Bien, dit Clara, je les verrai là-bas. Mais papa, je ne veux plus acheter leur entreprise. »« Que veux-tu faire alors, princesse? » Clara regarda les portes du domaine Sterling s'ouvrir pour son convoi. « Je veux la mettre en faillite. Je veux racheter leurs dettes, exiger le remboursement de leurs prêts et prendre tout ce qu'ils possèdent. Je veux qu'Ethan sache exactement qui il a divorcé. » Alexander Thorne laissa échapper un petit rire sourd. « C'est ma fille. Le jet attend à l'aérodrome privé. Nous serons à Manhattan pour minuit. Dors un peu, Clara. Demain, nous partons en guerre. » 26 décembre, 8h30. Siège de Sterling Dynamics, centre-ville de Metropolis. Le matin après Noël était généralement calme dans le quartier financier, mais le dernier étage de la tour Sterling Dynamics bourdonnait d'une énergie nerveuse. Ethan Sterling arpentait la longueur de la salle de conférence, vérifiant son reflet dans les fenêtres du sol au plafond. Il avait l'air impeccable dans un costume Tom Ford anthracite, mais ses yeux étaient injectés de sang. Il n'avait pas dormi. L'image de Clara montant dans la Rolls-Royce l'avait hanté toute la nuit. Victoria l'avait convaincu que c'était un malentendu. Elle connaît probablement le chauffeur. Victoria avait discuté pendant le petit déjeuner. Peut-être qu'elle sort avec un chauffeur, ne sois pas ridicule, Ethan. Clara est une personne sans importance. Concentrez-vous sur la fusion. Il a essayé de la croire. Il devait la croire parce que s'il ne le faisait pas, la réalité était trop terrifiante pour être envisagée. « Assieds-toi, Ethan. » Victoria siffla depuis le bout de la table. Elle avait l'air royale dans de la soie vert émeraude. « Tu rends les membres du conseil nerveux. » Le conseil d'administration était assis autour de la longue table en chêne, murmurant entre eux. Ils étaient de la vieille fortune, des hommes et des femmes qui ne se souciaient que des prix des actions. La délégation du groupe Thorne est en retard, marmonna M. Henderson, le DAF essuyant la sueur de sa tête chauve avec un mouchoir. Ils ne sont jamais en retard. Ils seront là, dit Ethan, projetant une confiance qu'il ne ressentait pas. Cet accord est le joyau de leur portefeuille. Ils ont besoin de notre technologie d'IMA propriétaire. Vraiment? Demanda Henderson nerveusement. Parce que j'ai essayé d'accéder à notre prêt relais de leur banque ce matin pour couvrir les primes de fin d'année et le système m'a donné un code d'erreur. Accès refusé, en attente de révision. L'estomac d'Ethan tomba. Juste un pépin. C'est un week-end férié. J'espère bien, murmura Henderson, parce que si ce prêt ne passe pas, Sterling Dynamics est techniquement insolvable d'ici midi. Juste à ce moment, les doubles portes de la salle de conférence s'ouvrirent. La pièce devint silencieuse. Ne rentra pas l'équipe habituelle d'avocats. 6 hommes en costume sombre entrèrent d'abord, prenant position le long des murs. Ils étaient la sécurité, mais ils se déplaçaient comme des forces spéciales. Puis Alexander Thorne entra. Il était dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des yeux comme du silex. Il marchait avec une canne, mais il n'avait pas l'air fragile. Il avait l'air de pouvoir matraquer quelqu'un avec. Ethan se précipita sur ses pieds. « Monsieur Thorne, quel honneur! Nous attendions votre vice-président, mais d'avoir la légende elle-même. » Alexander ne regarda pas Ethan. Il marcha vers l'extrémité opposée de la table et sortit une chaise. Il ne s'assit pas. Il se tourna vers la porte. « Messieurs, Alexander tonna, sa voix remplissant la pièce. Et Madame Sterling, je crois que vous connaissez la nouvelle PDG de la division acquisition du groupe Thorne. Elle dirigera cette négociation. » Ethan fronça les sourcils. Une femme entra dans la pièce. Le son de Victoria laissant tomber sa tasse à café en porcelaine brisa le silence. Elle s'écrasa sur le sol, répandant du café chaud sur ses chaussures coûteuses. Mais elle ne bougea pas. Elle ne pouvait pas bouger. C'était Clara. Mais ce que n'était pas la Clara qu'il connaissait. Les robes de friperie avaient disparu.
Elle portait un costume de pouvoir Chanel blanc sur mesure qui lui allait comme une seconde peau. À son poignet se trouvait une montre PC Philippe valant plus que la voiture d'Ethan. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné, étaient coiffés en vagues lisses et brillantes. Elle portait du rouge à lèvres qui ressemblait à de la peinture de guerre. Elle entra dans la pièce, le clic de ses talons sonnant comme des coups de feu dans ce silence. Elle passa juste devant Ethan. Elle ne cligna même pas des yeux vers lui. Elle prit le siège à la tête de la table, en face de Victoria. Elle s'assit, ouvrit un dossier en cuir et leva les yeux. « Bonjour, dit Clara. » Sa voix était calme, autoritaire et totalement méconnaissable de la timide épouse de 3 ans. « Clara, murmura Ethan, son visage se vidant de toute couleur. Il avait l'air de voir un fantôme. « Quoi? Quelle est cette blague? » « Il n'y a pas de blague, Monsieur Sterling, » dit Clara froidement. Elle ne l'appela pas Ethan. « Je suis Clara Victoria Thorne, fille d'Alexander Thorne, et à partir de ce matin, je suis l'actionnaire majoritaire de la dette que votre entreprise doit. »« C'est impossible, » hurla Victoria se levant. « Tu es une orpheline, tu travaillais dans une bibliothèque, tu n'as rien. »« J'ai choisi de vivre simplement, » dit Clara, ses yeux se fixant sur ceux de Victoria. « Je voulais voir si je pouvais trouver une famille qui m'aimerait pour moi, pas pour le chéquier de mon père. Je voulais voir si je pouvais construire une vie basée sur la confiance. » Elle fit une pause, laissant les mots planer dans l'air. « J'ai trouvé ma réponse hier au dîner, » continua Clara, « quand vous m'avez tendu les papiers de divorce parce que je ne correspondais pas à l'image. » Les membres du conseil regardaient alternativement Clara et les Sterling, l'horreur naissant sur leur visage. « Monsieur Thorne, » balbutia un des membres du conseil, « vous saviez cela. » Alexander Thorne sourit, un sourire de requin. « Ma fille voulait une vie humble. Je l'ai indulgée. Mais quand quelqu'un blesse ma fille, j'arrête d'être indulgent. » Ethan retomba dans sa chaise. « Clara, s'il te plaît, parlons-en en privé. Nous sommes mariés. Nous pouvons arranger cela. » « En fait, » dit Clara, tirant un document de son dossier, « nous ne le sommes pas. » Elle fit glisser le papier sur la table. C'était la requête en divorce qu'il l'avait forcé à signer la nuit précédente. « Tu étais si pressé, Ethan, » dit Clara doucement. « Tu le voulais effectif immédiatement. Mes avocats l'ont déposé à 8 jusqu'à ce matin. Le juge a accordé un décret accéléré en raison de différences irréconciliables et de la renonciation au délai de réflexion sur lequel tu as insisté. » Elle tapota le papier. « Tu es un homme célibataire, Ethan, ce qui est une chance car tu es sur le point d'en être un très pauvre. » « Que voulez-vous dire, Queena Henderson le DAF? » Clara ouvrit un second dossier. Sterling Dynamics a fait levier sur ses actifs en se basant sur la fusion projetée avec le groupe Thor. Vous avez emprunté lourdement contre votre futur cours de bourse. Vous avez utilisé le fonds de pension de l'entreprise pour couvrir les coûts opérationnels de vos jets privés. Et toi, Ethan, tu as utilisé des fonds de l'entreprise pour acheter un penthouse à Miami la semaine dernière. Est-ce correct? Ethan ne pouvait pas parler. Il transpirait abondamment. C'est un détournement de fonds, déclara Clara. Nous pouvons nous expliquer? Cria Victoria. C'était une avance. Cela n'a pas d'importance, dit Clara, fermant le dossier. Parce que le groupe Thorne retire son offre de fusion. Le chaos éclata. Vous ne pouvez pas faire ça, cria un membre du conseil. Notre action va chuter. C'est déjà fait, dit Clara, jetant un coup d'œil à sa montre. J'ai publié un communiqué de presse il y a 5 minutes annonçant que l'accord est mort en raison d'irrégularités financières découvertes pendant la due diligence. Votre réaction a chuté de 40% au cours des 4 dernières minutes. Elle se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure qui portait plus de poids qu'un cri. « Je ne suis pas ici pour fusionner avec vous, Ethan. Je suis ici pour vous saisir. » Elle fit signe à Marcos. « Sortez-les de ma salle de conférence. Les auditeurs attendent en bas. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » hurla Victoria,
son calme se brisant enfin complètement. Sa voix se brisa, aiguë et stridente, résonnant contre les murs de verre de la salle de conférence. « Je suis Victoria Sterling. Mon mari a construit ce bâtiment. »« Et son fils l'a perdu, » répondit Clara Hara, sa voix dangereusement calme. Elle ne se leva pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle fit simplement un geste avec un seul doigt manucuré vers la porte. « Retirez-les. » Deux gardes de sécurité, au cou épais et impassibles, s'avancèrent. Ils n'étaient pas la sécurité habituelle du bâtiment. C'étaient des entrepreneurs du groupe Thorne. Ils ne se souciaient pas du nom Sterling. Un garde attrapa Ethan par le haut du bras. « Ne me touchez pas, » Ethan grogna, essayant de retirer son bras. « Je suis le PDG. » « Ancien PDG, » corrigea Clara, ne levant pas les yeux de ses papiers. « Actuellement, vous êtes un intrus, et puisque vous avez mentionné le détournement de fonds de l'entreprise pour ce penthouse de Miami, je crois que la police attend dans le hall. Je vous suggère de partir tranquillement, à moins que vous ne vouliez des menottes devant vos employés. » Ethan se figea. La couleur quitta son visage si vite qu'il ressemblait à un cadavre. « Police! La fraude est un crime sérieux, Ethan. » Clara Hara dit, le regardant enfin dans les yeux. « Tu as utilisé le fonds de pension des employés comme ta tirelire personnelle. Pensais-tu que personne ne remarquerait? Ou pensais-tu juste que tu étais trop important pour être pris? » « Clara Hara, s'il te plaît. » La voix d'Ethan se brisa. Il arrêta de combattre le garde. L'arrogance était partie, remplacée par une peur pathétique et tremblante. « Je l'ai fait pour nous. Je voulais nous donner une meilleure vie. » « Non. » Clara le coupa, tranchante comme un couteau. « Tu l'as fait pour toi-même. Tu l'as fait pour acheter des bijoux à cette femme que tu vois au Sapphire Club. N'insulte pas mon intelligence en prétendant que c'était pour moi. » La bouche d'Ethan tomba ouverte. « Tu savais. »« Je suis une épine, Ethan. » Clara dit, un petit sourire triste jouant sur ses lèvres. « Nous savons tout maintenant. Sortez. » Les gardes les poussèrent en avant. Ethan trébucha, manquant de trébucher sur ses propres pieds. Victoria sanglotait maintenant, agrippant le bras de son fils alors qu'ils étaient emmenés hors de la salle de conférence. La marche vers l'ascenseur fut un calvaire d'humiliation. Les murs de verre des bureaux exécutifs signifiaient que chaque employé, les secrétaires qu'Ethan avait ignorés, les analystes juniors qu'il avait raillés, les concierges qu'il n'avait jamais regardés dans les yeux les voyaient. Ils voyaient le grand Ethan Sterling et l'impérieuse Victoria Sterling être escortés comme de vulgaires criminels. Des têtes sortirent des cubicules. Des chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre. Des téléphones furent levés, des caméras clignotant. « Pas de photos !» hurla Victoria, protégeant son visage avec son sac Chanel. « Je vous poursuivrai tous. »« Garde ton argent pour la caution, maman, » murmura Ethan, fixant le sol. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans le hall, le cauchemar empira. Clara n'avait pas juste appelé la police. Elle avait mis la presse au courant. Un mur de bruit les frappa, et au moment où ils montèrent sur le sol et marbre du hall, des flashs éclatèrent comme des lumières stroboscopiques. Des reporters criaient des questions les uns sur les autres. « Monsieur Sterling, est-il vrai que l'entreprise est en faillite? » Madame Sterling commentait les allégations de fraude. « Ethan, avez-vous vraiment divorcé la fille d'Alexander Thorne la veille de Noël? » Ethan protégea ses yeux aveuglés par les lumières. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, désespérés d'atteindre le trottoir où leur chauffeur, Jenkins, attendait habituellement avec la limousine de l'entreprise. Ils sortirent en trombe par les portes tournantes dans l'air glacial de décembre. « Jenkins !» cria Ethan, cherchant la Mercedes noire. « Jenkins, prends la voiture !» Mais la Mercedes n'était pas là. Au lieu de cela, une dépanneuse reculait vers l'Aston Martin personnel d'Ethan, qui était garé à la place VIP. Jenkins se tenait sur le trottoir,
tenant une boîte de ses effets personnels. Il regarda Ethan avec un mélange de pitié et de résignation. « Jenkins, ouvre la porte, » demanda Victoria, se précipitant vers lui. « Je ne peux pas, maman, » dit Jenkins, secouant la tête. « J'ai été renvoyé. Et les voitures, la banque a ordonné leur reprise il y a 10 minutes. Tous les actifs de l'entreprise sont gelés. » Quoi? Ethan fixa le conducteur de la dépanneuse qui attachait des chaînes au pare-choc de sa voiture de sport bien-aimée. « Hé, arrête! C'est la mienne! Plus maintenant, mon pote! » Le conducteur grogna, ne le regardant même pas. « La banque dit qu'elle appartient aux créanciers maintenant. » Ethan se retourna, la panique montant dans sa gorge comme de la bile. Il leva les yeux vers le gratte-ciel qu'il dirigeait autrefois. Debout à la fenêtre du dernier étage, regardant en bas comme un dieu de l'Olympe, se trouvait une silhouette, Clara Hara. Elle les regardait. Victoria commença à hyperventiler. « Ethan, comment allons-nous rentrer à la maison? Mes cartes sont dans le coffre-fort du bureau. » Ethan tendit la main vers son portefeuille. Il en sortit son Amex noir. Il se tourna vers un taxi proche qui s'était arrêté pour regarder l'agitation. « Je vous donnerai 500 $ pour nous conduire au manoir Sterling, » dit Ethan au chauffeur. Le chauffeur de taxi regarda la carte, puis son téléphone, où la nouvelle éclatait déjà. La dynastie Sterling s'effondre. Fraude exposée. « Désolé, mec. » Le chauffeur ricana. « Machine cassée. » Il s'éloigna. Ethan se tenait sur le trottoir, la neige trempant son costume, sa mère sanglotant sur son épaule, tandis que les caméras continuaient de flasher. Il leur fallut 3 heures pour rentrer au manoir Sterling. Ils durent prendre un bus public, une humiliation qui fit vomir Victoria, puis marcher le dernier kilomètre sur la longue allée enneigée parce que le bus n'allait pas dans les domaines riches. Au moment où ils atteignirent la porte d'entrée, les talons de Victoria étaient cassés et les mains d'Ethan étaient engourdies. « Nous allons arranger ça, » marmonna Ethan, ses dents claquant alors qu'il cherchait à tâtons ses clés de maison. « J'appellerai Isabella. Son père est sénateur. Il peut tirer des ficelles. Elle-même, elle nous aidera. » Isabella, femme Isabella. La femme avec qui il trompait, la femme qu'il pensait être son match parfait, riche, glamour et excitante, contrairement à Claire Hara, ennuyeuse et silencieuse. Il enfonça la clé dans la serrure. Elle ne tourna pas. Qu'est-ce que c'est maintenant? Victoria gémit, frissonnant. C'est bloqué, Ethan grogna, secouant la poignée. La clé ne fonctionnera pas. C'est parce que les serrures ont été changées, dit une voix de l'autre côté de la porte. La lourde porte en chaîne s'ouvrit. Ne se tenait pas là la femme de ménage. C'était une femme en robe de soie rouge tenant un verre de vin. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Isabella. Pendant une seconde, le soulagement l'envahit. Isabella. Dieu merci. As-tu entendu? C'est un cauchemar. Laisse-moi entrer. Il gèle. Il s'apprêtait à entrer, mais Isabella ne bougea pas. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, un sourire cruel sur ses lèvres. « Je ne crois pas, Ethan, » dit-elle paresseusement. « Quoi? » Ethan s'arrêta. « Chérie, que fais-tu ici? Comment es-tu entré? »« J'ai les clés, » dit Isabella, faisant pendre un nouveau jeu de clés en laiton à son doigt. « Le nouveau propriétaire me les a données. »« Nouveau propriétaire? » Victoria haleta. « C'est notre maison. » « Était, » corrigeait Isabella. Techniquement, la maison appartenait à l'entreprise. Et puisque l'entreprise a fait défaut sur sa dette ce matin, le créancier principal a saisi les actifs, y compris cette propriété. Elle prit une gorgée de vin, et le créancier principal, Mademoiselle Thorne, est très généreuse. Elle savait que je cherchais un endroit où loger. Ethan se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. « Tu tout connais, Clara? » Isabelle rit. C'était un son froid et dur. « Ethan, chérie, je travaille pour le groupe Thorne. J'ai été la vice-présidente de l'espionnage d'entreprise pendant 5 ans.
Le monde tourna autour, Ethan. Quoi? Tu étais une cible, dit Isabella, sa voix abandonnant le ton doux et séducteur qu'elle avait utilisé pendant des mois. Nous avions besoin de savoir si Sterling Dynamics était réellement rentable ou juste de la poudre aux yeux. Clara Hara soupçonnait que tu falsifiais les comptes, mais elle avait besoin de preuves. Alors elle m'a envoyé. Elle le regarda de haut en bas avec un pur dégoût. Dieu, c'était facile. Tu étais si désespéré de te sentir comme un grand homme. Quelques compliments, quelques dîners coûteux, et tu m'as tout dit. Où étaient les comptes cachés? Comment tu falsifiais les rapports d'audit? Tu as déversé tes secrets comme un robinet qui fuit juste pour m'impressionner. Ethan tomba à genoux dans la neige. Tu ne m'as jamais aimé. T'aimer? Isabella ricana. S'il te plaît. Tu es un narcissiste avec un complexe d'EDP. Je t'ai enduré pour le bonus. Et laisse-moi te dire le bonus que Clara vient de me donner. Il m'a acheté de très belles vacances au Mold. Serpent. Victoria se jeta sur elle, mais Isabella recula simplement et lui claqua la porte au visage. Clic, le verrou s'est mis en place. Isabella, ouvre cette porte, Ethan cria, frappant sur le bois. Mes vêtements sont là-dedans, ma collection de montres. J'ai mis une boîte sur le porche arrière. Isabella cria à travers la porte. Tout ce qui tenait dans un sac poubelle est à toi. Le reste est mis aux enchères. Ethan s'effondra contre la porte, glissant jusqu'à ce qu'il touche la pierre froide du porche. Il enfouit son visage dans ses mains. « Ça ne peut pas arriver, sanglota-t-il. Ce n'est pas réel. »« Ethan, » murmura Victoria. Elle fixait son téléphone qui venait de s'illuminer avec une notification. Son visage était gris. « Quoi maintenant, mère? » Ethan claqua. « C'est un flux en direct, dit-elle, sa voix tremblant. De Clara. » Ethan attrapa le téléphone. Sur l'écran, Clara se tenait à un pupitre. Elle n'était pas dans une salle de conférence. Elle était devant un grand bâtiment en briques délabré dans la partie la plus pauvre de la ville, l'orphelinat où elle avait grandi. Des reporters étaient rassemblés autour d'elle. Aujourd'hui, Clara parla dans les microphones, l'air radieuse et puissante. J'annonce la dissolution de Sterling Dynamics. Les actifs de l'entreprise qui ont été construits sur la fraude et la cupidité seront liquidés. Elle fit une pause, regardant directement l'objectif de la caméra. Ethan sentit qu'elle le regardait droit dans les yeux. Les recettes de la vente du domaine privé Sterling, y compris le manoir et la collection de voitures de luxe, seront entièrement données à la Fondation Nouveau Départ. Cette fondation fournira un logement et une aide juridique aux femmes qui ont été rejetées et financièrement abusées par leurs partenaires. La foule a applaudi. Et Clara continua. Nous renommons le manoir Sterling. Ce ne sera plus un monument à la vanité. À partir de demain, ce sera le plus grand refuge pour sans-abri de la ville. Ethan laissa tomber le téléphone dans la neige. Sa maison familiale, son héritage, un refuge pour sans-abri. Nous n'avons nulle part où aller. Victoria gémit, regardant le ciel s'assombrir. Ethan, nous n'avons pas d'argent, pas de maison, pas d'amis. Ethan regarda sa mère, la femme qui lui avait dit de divorcer Clara, la femme qui avait appelé Clara une remplaçante. Pour la première fois de sa vie, il ne vit pas une matriarche puissante. Il vit une vieille femme amère frissonnant dans une robe ruinée. Et il réalisa avec une clarté qui brisa son âme qu'il avait échangé un diamant contre une pierre. Il avait jeté la seule personne qu'il avait jamais vraiment aimée, les milliardaires, qui lui auraient donné le monde s'il avait juste été gentil. « Viens, » dit Ethan, sa voix creuse. « Où? » demanda Victoria. Ethan se leva et pointa vers l'arrière de la maison où les sacs poubelles attendaient. « Au cabanon, » dit-il. « C'est le seul endroit sur la propriété qui n'est pas fermé à clé. Peut-être que la police ne nous y trouvera pas avant le matin. » Alors qu'ils marchaient péniblement dans la neige vers le cabanon de jardin, la neige commença à tomber plus fort, couvrant leurs traces
effaçant le nom Sterling de la Terre comme s'il n'avait jamais existé. Le Grand Hôtel métropolitain était l'épicentre de la richesse de la ville. Ce soir, la salle de bal était baignée de lumière dorée pour le Gala Phoenix, l'événement le plus exclusif de l'année. Les billets coûtaient 5 000 $ par couvert. Dans l'allée arrière derrière la cuisine, Ethan s'appuya contre une benne à ordures, fumant une cigarette qu'il avait mendiée à un lève-vaisselle. Il avait de l'air plus vieux que son âge. Son visage était émacié, les beaux traits accentués par la malnutrition et le stress. Ses mains autrefois manucurées étaient rugueuses, la peau craquelée à force de frotter les casseroles. Il ajusta sa cravate bon marché et mal ajustée. Il n'était pas un invité ce soir. Il était un serveur temporaire embauché par une agence au salaire minimum. « Hey, Sterling! » Le gérant de salle aboya, ouvrant la porte arrière d'un coup de pied. « Arrête de flâner, la table 1 a besoin de champagne, bouge-toi. » Ethan tressaillit. Il détestait ce nom maintenant. C'était une malédiction. Après le scandale, personne ne voulait l'embaucher. Il était toxique. Lui et des Victoria vivaient dans un studio exigu et moisi en bordure de ville. Victoria passait ses journées à fixer le mur, marmonnant à propos de ses diamants perdus. Ethan passait son temps à frotter les sols et à servir les gens avec qui il jouait au golf. « J'arrive, » murmura Ethan. Il attrapa un plateau de flûte en cristal et entra dans la salle de bal. Le bruit le frappa. Rire, jazz, le tintement des couverts. C'était le son de son ancienne vie. Il garda la tête baissée, terrifié que quelqu'un le reconnaisse. Il se faufila entre les tables, plaçant des boissons. « Serveur! » cria un homme. Ethan se figea. Il connaissait cette voix. C'était Greg Miller, son ancien colocataire d'université et ancien partenaire commercial. Ethan s'approcha, priant que Greg ne lève pas les yeux. « Champagne, monsieur? »« Ouais, serge-moi, » dit Greg, distrait, regardant vers la scène. « Dieu, tu peux croire qu'elle est ici, elle a l'air incroyable. » Ethan versa le vin, sa main tremblant légèrement. Il suivit le regard de Greg vers la scène. Les lumières s'éteignirent. Le maître de cérémonie s'approcha du microphone. « Mesdames et messieurs, » la voix retentit, « veuillez accueillir la femme de l'heure, la PDG de Thorne Enterprises et la fondatrice de l'initiative Nouveau Départ, Mademoiselle Clara Thorne. » Ethan laissa tomber la bouteille. Elle s'écrasa contre la table, pulvérisant du champagne coûteux sur le smoking de Greg Miller. « Espèce d'idiot! » cria Greg, se levant d'un bond. « Regarde ce que tu... » Greg s'arrêta. Il regarda le visage du serveur. Il plissa les yeux. « Ethan, » murmura Greg, ses yeux s'écarquillant. « Ethan Sterling, c'est toi? » La table devint silencieuse. Les gens se tournèrent pour regarder. Le PDG disgracié, le fraudeur, debout là dans un uniforme de serveur taché, mais Ethan ne les entendit pas. Il fixait la scène. Clara sortit. Elle était à couper le souffle. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui chatoyait comme le ciel nocturne. Des diamants, de vrais lourds diamants Thorne, scintillaient à sa gorge. Elle avait l'air puissante, sereine et absolument intouchable. Elle prit le microphone, ses yeux balayant la foule. Pendant un battement de cœur, son regard sembla atterrir sur l'agitation à la table 1, sur Ethan. Elle ne broncha pas. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air triste. Elle regarda à travers lui comme s'il faisait partie des meubles, comme s'il était un fantôme. « Merci, » dit Clara, sa voix douce et confiante. « Il y a 6 mois, on m'a dit que je n'avais pas ma place dans ce monde. On m'a dit que je n'avais aucune valeur. » La foule murmura. Il connaissait ma histoire. « Mais la valeur n'est pas déterminée par un nom de famille, » continua Clara. « Elle est déterminée par l'intégrité. Ce soir, nous avons levé 20 millions de dollars pour ceux qui ont été laissés pour compte. » Ethan sentit des larmes lui piquer les yeux. Il voulait crier. Il voulait courir vers la scène et implorer son pardon. Il voulait lui dire qu'il regrettait sa cuisine, son rire, sa chaleur. « Sortez-le d'ici », siffla le gérant de salle, attrapant Ethan par le col.
Vous êtes viré, Sterling. Attendez, ordonna une voix. Clara était descendue de la scène. Elle marchait à travers la foule. La mère d'élite fortunée s'écarta pour elle comme la mer Rouge. Elle marcha droit vers la table 1. Le gérant de salle se figea. « Mademoiselle Thorne, je suis tellement désolé. C'est incompétente. » Clara leva une main. Le silence tomba. Elle se tint à 2 pieds d'Ethan. Elle sentait la vanille et le pouvoir. Ethan tomba à genoux. Il ne put s'en empêcher. La honte était trop lourde. Clara, il s'étouffa. Clara, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Regarde-moi. Je n'ai rien. S'il te plaît, je t'aime encore. La foule regarda, essoufflée. C'était le drame qu'il désirait ardemment. Le prince déchu suppliant la reine. Clara le regarda. Son expression était illisible. Elle fouilla dans sa pochette. Le cœur d'Ethan sauta. Allait-elle lui donner de l'argent? Un numéro de téléphone? Une seconde chance, elle sortit une seule pièce, $15. Elle la plaça sur son plateau au milieu du verre brisé. « Pour le service, dit Clara doucement. »« Clara, murmura Ethan. »« Tu as dit que $10,000 devraient me durer 1 an, dit Clara, sa voix assez forte pour que la table entende. Je pense que 25 cents est précis pour la valeur que tu as apportée à ma vie. » Elle se retourna. « Marcus, allons-y. »« Oui, madame, » dit le garde du corps géant, apparaissant à ses côtés. Clara s'éloigna, la tête haute, laissant Ethan agenouillé dans ce champagne répandu, serrant $15, tandis que toute la pièce éclatait en chuchotements. La ville se préparait à célébrer. Des feux d'artifice étaient chargés sur des bâches dans le port, et des bouchons de champagne éclataient dans les penthouses à travers la ligne d'horizon. Mais en bas, sur la 4e rue, sous la lumière ambrée vacillante d'un lampadaire cassé, il n'y avait pas de célébration. Le vent hurlait à travers le pavé fissuré, emportant avec lui le froid mordant d'un blizzard qui refusait de se calmer. Ethan Sterling était assis au bord d'un trottoir gelé, son coûteux costume italien maintenant taché de boue et raide de crasse. À côté de lui étaient assis 2 sacs poubelles noirs, la somme totale de l'héritage Sterling. Victoria était assise sur l'un des sacs, se balançant d'avant en arrière, ses cheveux, autrefois un casque parfaitement coiffé d'ambition blonde, pendaient en mèches grasses et grisonnantes autour de son visage. Elle marmonnait à elle-même, listant les noms des personnes qui ne répondaient pas à ses appels. « Le sénateur, il rappellera, murmura-t-elle, ses dents claquant. Et les Davis avec qui nous avons passé l'été dans les Hamptons. Ils ne nous laisseront pas geler. » Ethan n'eut pas le cœur de lui dire que les Davis avaient bloqué leur numéro il y a 3 jours. Il fixa ses mains. Elles étaient à vif, les phalanges fendues par le froid. Juste une semaine auparavant, il avait servi du champagne au gala, espérant un pourboire. Maintenant, il espérait que le refuge pour sans-abri, celui que Clara avait construit dans sa maison d'enfance, avait un lit de camp de rechange. Une berline noire ralentit en les dépassant. Pendant une seconde, le cœur d'Ethan sauta. Est-ce de l'aide? Est-ce un ami? La fenêtre s'abaissa. C'était un homme qu'Ethan reconnut, un analyste junior qu'il avait viré il y a 2 ans pour avoir porté des chaussures bon marché. L'homme regarda Ethan, puis les sacs poubelles. Il ne sourit pas. Il n'offrit pas de transport. Il prit simplement une photo avec son téléphone, remonta la vitre et s'éloigna dans la chaleur de la nuit. Ethan mit sa tête dans ses mains. L'humiliation était absolue. Il avait perdu l'entreprise. Il avait perdu la maison. Il avait perdu sa dignité. Mais le pire n'était pas la pauvreté. C'était le souvenir des yeux de Clara au gala. Elle ne l'avait pas regardé avec haine. Elle l'avait regardé avec indifférence. Cela faisait plus mal que n'importe quel cri. Au-dessus de la misère des rues dans la suite penthouse de la Tour Thorne, l'air sentait le café torréfié et la vieille fortune. Clara se tenait près de la fenêtre du sous-poule au plafond regardant la ville. Elle portait un pull en cachemire et tenait une tasse de thé chaud. Le silence ici était lourd, mais c'était une lourdeur paisible.
C'était le silence de la sécurité. L'audit final est terminé. Une voix grave gronda derrière elle. Clara se retourna. Son père, Alexander Thorne, était assis à son bureau en acajou. La cheminée rugissait à côté de lui, projetant des ombres dansantes sur les murs bordés de livres de première édition. Il avait l'air fatigué mais satisfait. « C'est fait ?» demanda Clara doucement. « Complètement », dit Alexander, retirant ses lunettes de lecture. L'acquisition de Sterling Dynamics a été finalisée. Nous avons liquidé les actifs toxiques et conservé la technologie propriétaire. La marge bénéficiaire se projette déjà à 15% pour le T1. « Et le personnel ?» Clara demanda. Elle ne se souciait pas du profit. « Retenu ?» Alexander l'assura. Tous les employés qu'Ethan a essayé de virer pour sauver son propre bonus. Nous leur avons donné des augmentations. Le fonds de pension qu'il a pillé a été réapprovisionné grâce à la saisie de ses biens personnels. Tu les as sauvés, Clara. Clara hocha la tête, un nœud de tension se relâchant dans sa poitrine. Bien, alors c'est fini. Je peux enfin clore ce chapitre. Pas tout à fait, dit Alexander. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un lourd portefeuille en cuir. Il avait l'air ancien. Le cuir était craquelé par l'âge. Il y a un dernier document que tu dois voir. Je ne t'ai pas montré cela avant parce que... Eh bien, je voulais voir si Ethan avait ne serait-ce qu'un brin de décence en lui. Clara fronça les sourcils, marchant vers le bureau. Qu'est-ce que c'est? Le dernier testament de ta grand-mère, dit Alexander, faisant glisser le portefeuille sur le bois poli, spécifiquement la clause de fiducie matrimoniale. Clara ouvrit le dossier. Le papier à l'intérieur était un parchemin jauni couvert d'une élégante calligraphie bouclée. Elle scanna le jargon juridique jusqu'à ce que le doigt de son père atterrisse sur un paragraphe près du bas. Clause 4B, la disposition de fidélité. Lis-le, Alexander exhorta doucement. Clara lut à voix haute, sa voix tremblant légèrement. Lors du mariage de toute héritière féminine à la fortune Thorne, un fonds fiduciaire scellé contenant la somme de 500 millions de dollars sera détenu en séquestre. Cette fiducie doit rester secrète et inaccessible pendant une période probatoire d'exactement 3 ans. Clara fit une pause. 3 ans? Nous étions mariés pendant 3 ans. Continue de lire, dit Alexander, un amusement sombre dans ses yeux. Si le mariage reste intact et que le conjoint se montre fidèle et soutenant au début de la 4e année définie comme 12:01 du matin, le 25 décembre suivant le 3e anniversaire, le conjoint se verra accorder des droits de co-signature complets à 50% du montant principal en récompense pour avoir valorisé l'héritière au-dessus de la fortune. Clara arrêta de respirer un instant. Elle leva les yeux vers son père, ses yeux grands ouverts sous le choc. « Papa, la chronologie. »« Fais le calcul, Clara, dit Alexander, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. Tu as célébré ton 3e anniversaire le 20 novembre. La période probatoire s'est terminée à 1 minute après minuit le jour de Noël. L'esprit de Clara remonta à cette nuit-là. Le dîner, l'oie froide, la façon dont Ethan lui avait jeté le stylo. Il m'a forcé à signer les papiers de divorce à 19h la veille de Noël, murmura Clara. 5 heures, dit Alexander, levant 5 doigts. Il l'a manqué de 5 heures. S'il avait juste été gentil, s'il avait juste assisté à ce dîner, t'avait traité comme un être humain et avait attendu que le soleil se lève pour être un monstre avide, il se serait réveillé le matin de Noël avec un accès légal à 250 millions de dollars. Clara fixa le document. L'ironie était si perçante qu'elle la coupa presque. Ethan avait détruit son mariage, son entreprise et sa vie en courant après l'argent. Il l'avait épousée pensant qu'elle était pauvre. L'avait divorcée parce qu'elle le retenait, tout en étant assis inconsciemment sur un billet de loterie valant un demi-milliard de dollars. « Il ne m'a jamais aimé, dit Clara, sa voix se stabilisant. Même s'il avait attendu, il n'aurait pas satisfait à l'exigence de fidélité. Il trompait avec Isabella. « Vrai,
Alexander hocha la tête. Mais il ne savait pas que nous savions ce que là. Dans son esprit, il était à 5 heures du plus grand jour de paye de sa vie, et il l'a jeté parce qu'il ne supportait pas la vue de toi dans une robe de friperie. Alexander se leva et jeta le document dans la cheminée rugissante. La cupidité rend les hommes aveugles, Clara. Il était si occupé à chercher de l'or au loin qu'il ne réalisa pas qu'il tenait un diamant dans sa main. Ils regardèrent le papier se courber et noircir dans les flammes. La disposition de fidélité se transforma en cendre, tout comme le nom Sterling. Clara retourna à la fenêtre. En bas, l'horloge sur la tour de l'hôtel de ville commença à sonner minuit. Les premiers feux d'artifice de la nouvelle année explosèrent dans le ciel, des averses de lumière rouge, dorée et argentée illuminant l'obscurité. « Que leur arrive-t-il maintenant? » demanda Clara, regardant la célébration. « J'ai acheté le bâtiment qu'il louait, Alexander dit avec désinvolture. Celui avec la moisissure. Nous le démolissons la semaine prochaine pour construire un parc pour l'orphelinat. L'avis d'expulsion a été signifié à 17 heures aujourd'hui. » Clara regarda les rues sombres et froides. Elle imagina Ethan et Victoria là-bas, regardant les mêmes feux d'artifice, gelants, affamés et seuls. Elle fouilla dans sa poche et en sortit le stylo Mont-Blanc, celui qu'Ethan lui avait jeté pour signer les papiers de divorce. Elle l'avait gardé. « Veux-tu que j'envoie une voiture pour eux? » demanda Alexander l'attestant. « Il fait 10 de rayon, en dessous de 0. » Clara regarda le stylo. Elle se souvint des insultes. Elle se souvint que Victoria l'appelait une remplaçante. Elle se souvint qu'Ethan avait ri quand elle avait dit qu'elle avait un moyen de transport. Elle se tourna vers son père et laissa tomber le stylo dans la poubelle près de la porte. « Non, dit Clara, ils voulaient une vie sans moi. Je leur donne simplement exactement ce qu'ils ont demandé. » Elle se retourna vers la fenêtre, les feux d'artifice se reflétant dans ses yeux comme de la peinture de guerre. « Bonne année, papa. Bonne année, PDG Thorne. » Dans la rue, alors que la ville applaudissait et que les cloches notaient, Ethan Sterling s'enroula dans ses bras, frissonnant violemment. Il leva les yeux vers le penthouse loin au-dessus, où la lumière dorée se répandait dans la nuit. Il ne savait pas pour le fonds fiduciaire. Il ne savait pas pour les 5 heures. Mais alors qu'il était assis dans la saleté, il sentit le poids écrasant d'un univers qui avait équilibré ses balances. Il avait signé son nom sur le papier, mais Clara avait écrit la fin. Et c'est la fin tragique et satisfaisante d'Ethan Sterling. Il a passé toute sa vie à courir après l'or, ne réalisant jamais qu'il tenait un diamant jusqu'à ce qu'il le jette. C'est un rappel brutal que lorsque vous épousez quelqu'un, vous épousez son cœur, pas son portefeuille. Mais parfois, le karma s'assure que vous perdez les deux si vous ne pouvez pas faire la différence. Si vous avez apprécié cette histoire de trahison, de vengeance et du retour ultime, veuillez donner un j'aime à cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous voulez plus d'histoires où l'outsider reprend tout, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un rebondissement. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Clara? Lui auriez-vous donné une seconde chance? Ou le $1/4 était-il exactement ce qu'il méritait? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.